3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alain Pitous est avec nous ce soir en plateau, Senior Advisor ESG. Bonsoir Alain. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Michel Saunier de nous accompagner également, directeur de la gestion de Tocqueville Finance. Bonsoir Michel. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver et ravi d'accueillir Cyril Collet avec nous en plateau pour sa première dans l'émission. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir. Vous êtes directeur de la gestion quantitative Action de CPR Asset Management. C'est votre première. Cyril, vous avez le droit à la parole pour entamer la discussion. Alors, avec l'idée de faire peut-être un état des lieux un peu du marché, après la séquence qu'on vient de vivre et cette nouvelle conversation qui débute, que je décrivais en introduction, l'idée que le durcissement monétaire général commence à générer des risques pour la stabilité financière. Certains d'entre eux se sont déjà matérialisés de manière spectaculaire. L'exemple britannique est encore dans toutes les têtes. Est-ce que cette situation peut infléchir ou modifier la fonction de réaction des grandes banques centrales? C'est le point d'interrogation des investisseurs aujourd'hui. Si on se met en perspective avec ce qui s'est passé dans les années 70, qui peut être le point de référence le plus simple, des taux qui montent jusqu'à 14-16%, si on regarde aujourd'hui le niveau d'endettement des États et des entreprises, je pense que ça ne va pas aller jusque-là. A priori, ça va y avoir une limite avant. Maintenant, est-ce que la limite, elle est effectivement, comme vous l'avez dit dans le journal, à 4,25, à 4,50 ou à 6 ? C'est pas clair. Je pense quand même qu'une grande partie du chemin est fait, même si ça devrait continuer encore un peu. Il y a 2 échéances d'ici la fin de l'année, 75 et 50, 50 et 25, enfin, il y a plein de paris qui sont faits. Ça va continuer à monter, ça veut dire qu'en termes de valorisation pour l'ensemble des actifs, il y a encore un petit peu de, quelque part, mauvaise nouvelle à venir, ça c'est une évidence. Mais je pense quand même que la Fed, elle a quand même été très très forte dans le sens où elle a annoncé ce qu'elle allait faire, elle amène le marché exactement là où elle le voulait. Par rapport à des choses qui se sont passées dans le passé, c'est pas toujours aussi simple que ça. Je pense que là, ils ont été très clairvoyants et très forts. Est-ce qu'ils vont s'arrêter en route? Non. Est-ce qu'ils vont pousser le bouchon trop loin? Encore une fois, le niveau de taux final, objectivement, très difficile à définir. Mais ils vont continuer à monter au moins 2 fois les taux cette année, c'est sûr. Et donc, le vrai sujet pour eux, ça va être effectivement l'inflation comme d'habitude, mais si je me tiens au journal, la recrudescence du risque de hausse du pétrole. Ouais. Donc ça, je pense que sur les derniers chiffres, encore une fois, tout est dans le sens de ce que voulait la Fed. La seule chose qui dénote, c'est ce risque pétrole qui redevient sur le devant de la scène, alors qu'il y a 15 jours, 3 semaines, on pensait que ça allait être plus simple et que finalement, passer l'effet de base, la contribution du pétrole à l'inflation allait passer quasiment neutre. Et donc la décision de l'OPEP+ hier n'est pas anodine dans l'histoire inflationniste. Moi, je trouve qu'elle n'est pas du tout anodine parce qu'elle change complètement. C'est une forme de paradoxe entre l'inflation venant d'énergie va baisser tranquillement au cours de l'année prochaine à peut-être pas. Or, comme c'était quand même le facteur le plus fort de l'inflation, c'est quand même ça change un petit peu la situation. Est-ce que le système financier peut tenir le temps que la Fed aboutisse à son objectif, en tout cas atteigne le taux d'arrivée de son cycle de resserrement? Parce que les choses vont très vite. Les 15 derniers jours ont été quand même assez spectaculaires en la matière, avec des risques normalement très faibles qui se matérialisent de manière spectaculaire pour les investisseurs. Et comment les banques centrales gèrent à la fois le cap de la politique monétaire et les tensions systémiques dans le système? Si le système financier sont les marchés, je pense que les banques centrales s'en foutent un peu, on peut le dire ça. Aujourd'hui, elles vont regarder les marchés baisser tranquillement. C'est pas parce que ça craque que ça leur fait peur. J'ai pas l'impression. Ce qui s'est passé en Angleterre, c'est quand même un risque de banqueroute de gros fonds de pension. Donc ça, évidemment, ça arrête tout le monde. Et c'est en ça où je reviens sur le parallèle avec les années 70. On est dans une situation d'endettement qui n'a strictement rien à voir. Les ménages, les entreprises et surtout les États, parce que la Fed aussi perd de l'argent avec ses introductions, ces achats, les hausses de taux. Donc aujourd'hui, elle a un bilan négatif sur le rôle de ses positions. Tout ça, c'est nouveau. Comment ils vont le gérer? Objectivement, ça va être, je pense, au cas par cas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir aller beaucoup, beaucoup plus haut au niveau des taux, principalement à cause de cette situation-là, Donc des marchés financiers qui vont continuer de baisser, mais un environnement économique qui va les ramener à quelque chose de plus, je sais pas de plus raisonnable, parce que je pense que ce qu'ils font est raisonnable par rapport à la bataille contre l'inflation. Non, mais il faut le répéter si c'est le cas. Oui, je pense que le but est sain, on va dire, mais les moyens vont devoir être ajustés parce que ça commence à craquer tout doucement. Comment vous évaluez le stress général dans le marché aujourd'hui, Cyril? Alors, on a un indicateur de stress qui s'est réactivé début octobre, donc j'oserais dire qu'il est assez fort. Si on considère que le stress, c'est l'ensemble des personnes qui perdent en même temps sur le marché action et le marché obligataire, il est fort.
il est clairement fort, c'est ce qu'on regarde. On regarde via des moyennes mobiles, mais enfin, en 2 mots, est-ce qu'il y a du stress sur les positions, par rapport à la position courante, par rapport aux positions qui ont été initiées sur un an glissant? Là, il y a du stress, effectivement. Donc, il y a beaucoup de pertes. C'est ce qui explique beaucoup de... On a vu le chiffre spectaculaire, c'est quoi? 36 trillions de dollars de valeur détruite sur l'obligataire. Vous n'avez pas vu ce chiffre? C'est ça, voilà. C'est ça, effectivement. Sur obligataire et actions au niveau mondial sur les 12 derniers mois. Mais là où on est toujours dans une situation un peu paradoxale, c'est qu'il y a beaucoup d'enquêtes qui sont faites aujourd'hui auprès des professionnels de la finance, et tout ressort bear, à tendance très, très bear. Je pense que principalement aussi parce qu'on pose la question à des gérants diversifiés, donc des gens qui gèrent plusieurs classes d'actifs. Le problème du gérant diversifié en 2022, c'est qu'il perd dans son portefeuille actions, il perd dans son portefeuille taux, il perd dans son portefeuille crédit. Dans d'autres crises, quand il commençait à perdre sur le crédit, il vendait des actions. Alors, c'est pas forcément bien parce que moi je suis gérant action, mais bref, en tout cas, si on résume facilement 2008-2009, ça a commencé comme ça. Le stress sous le crédit qui fait vendre les actions et qui enchaîne la crise. Là, il perd partout. Donc aujourd'hui, le risque qu'il a, c'est d'acheter une obligation et de voir les taux continuer à monter. Donc il va continuer à perdre de l'argent. D'acheter du crédit, mais on est en train de se dire que les conditions de financement se restreignent, ça va être compliqué pour les entreprises, donc les spreads vont s'écarter, donc il va perdre de l'argent quand il n'aura pas perdu sur les taux. Et de mettre un peu d'argent sur les marchés actions, avec, comme on l'a dit, des taux qui vont continuer à monter et une valorisation qui peut se fragiliser. Si on regarde les PER, à votre avis, c'est une question, tiens, les PER de l'Europe en 1974. Ah, en 1974, je sais pas. Le PER du marché européen en 74. 8. Ouais, 12. 5,8. Ouais. J'avais presque raison. Ouais. Oh. Et le PER des US, le cours sur dernier bénéfice, 8. Donc, c'est en ça où je pense que les situations sont proches, mais absolument pas semblables par rapport au niveau des angles. Mais c'était descendu beaucoup. Non, mais l'ampleur est différente, parce qu'on comprend bien qu'on ne va pas aller à 15%. Mais la dynamique est la même. Mais voilà, il y a quand même un playbook intéressant de ce point de vue-là. La dynamique est la même, et pour commenter régulièrement les marchés à différents clients, on a dit oui, les valorisations sont revenues attractives, on regarde sur 20 ans, on est au 20e pourcentile, on est tout en bas, c'est formidable, mais si on tire le trait plus loin et qu'on va, encore une fois, sur une situation un peu équivalente, en 70, quand on est à 10,34 en ce moment sur l'Europe autour d'eux, et quand on est à 13 aux États-Unis, on est encore un peu cher par rapport à une situation de crise liée directement à l'inflation. Alain, vos commentaires, avec l'idée, encore une fois, prise de parole de la DG du FMI qui va réviser à la baisse ses perspectives évidemment la semaine prochaine, mais le mot d'ordre, c'est aux États, arrêtez d'accélérer sur la politique budgétaire. Plus vous le faites, plus ça complique la tâche des banques centrales et plus ça va les obliger d'ailleurs à monter fortement les taux pour compenser ou contrebalancer le budgétaire que vous mettez pour soutenir la consommation. Et aux banques centrales, c'est ne craquez pas. Ne vous laissez pas dévier de votre objectif. Il est trop important de tenir cet objectif d'inflation pour des questions de crédibilité et pour des questions aussi de soutenabilité de la croissance demain. Oui, alors bon, il y a plein de questions en même temps. Si on regarde un petit peu de recul, ils ont attendu pour agir, les banques centrales. Les banques centrales ont attendu pour agir par rapport à l'inflation parce qu'elles n'avaient pas de doute sur le fait qu'elles étaient capables de casser l'inflation. Ouais. C'est-à-dire que c'est un truc, c'est ancré dans les esprits des banques centrales depuis longtemps. C'est autant la déflation nous pose problème, autant l'inflation, on sait faire. Ce qu'il y a, c'est qu'en retardant, ils ont aussi amplifié les problèmes et envoyé plein de messages qui étaient assez mauvais pour les investisseurs. Ils seront toujours là. Et d'ailleurs, on l'entend partout. On en plaisantait hors antenne tout à l'heure, mais c'était un peu... Même encore. On risque rien, parce qu'à un moment donné, les banques centrales vont revenir. D'ailleurs, regardez ce qui s'est passé dans toutes les banques centrales récemment. Elles ont fini par agir. Donc ça c'est pas très bon, ce phénomène-là. Après, je dirais que effectivement, ils vont continuer à resserrer jusqu'à ce que il se passe quelque chose et il va finir par se passer quelque chose parce que on l'évoquait rapidement et je trouve que c'est quelque chose qui est passé assez inaperçu, ce qui s'est passé en Angleterre sur les fonds de pension. On touche, et c'est ça aussi, on en plaisante régulièrement sur nos tweets du soir vers 22h30, que vous tweetez le soir. On envoie des petits messages sur qu'est-ce qui peut se passer. Alors on se dit, il va y avoir à un moment donné un drame financier, une banque qui va nous annoncer qu'elle a paumé 5 milliards, 2 milliards sur je sais pas
pas quoi. Bon, pour le moment, ça a l'air de tenir. Bon, il y avait Crédit Suisse le week-end dernier, qui ont posé des questions. Enfin, eux, ça fait un moment que ça dure. Et puis, le problème, c'est quand il y a un élément systémique comme ça qui se préoccupe, qui arrive. Et effectivement, ce qui s'est passé sur les fonds de pension anglais, alors, on a mis ça sur le vocable LDI en se disant, bon, comme ça, ils vont rien comprendre. Donc, il faut rappeler, hein, c'est le modèle, le système d'investissement des fonds de pension britanniques. En fait, c'est pas ça le problème. Parce que LDI, c'est simplement, vous avez des actifs en face, vous avez des passifs et vous mettez des actifs en face de passifs attendus. Donc, par contre, le problème, c'est quand les taux sont très 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 bas et que vous avez des coûts de structure, vous avez du mal à imaginer que vous allez pouvoir servir le passif éternellement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, nos amis anglais, avec des contrôles à l'anglaise, c'est-à-dire on verra, tout le monde, c'est libéral, on s'arrange, on verra bien. À la fin, un peu d'ingénierie ne fait pas mal. C'est la communauté qui paye. Ouais. Et en réalité, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont juste vendu des puts en fait. C'est-à-dire que ils ont vendu des puts sur les marchés obligataires et avec ces puts, encaisser un peu de primes et améliorer la rentabilité de leurs actifs. Là, le problème, c'est, on le sait tous ici, c'est que quand les marchés commencent à baisser, vous vendez un petit peu pour vous couvrir. Puis quand les marchés baissent un peu plus, vous vendez un peu plus, et etc. etc. C'est ce qu'on appelle sur les options l'effet gamma, en fait, de couverture des market makers qui se couvrent en face de ce genre d'événements. Et en fait, là, c'est des fonds de pension qui sont transformés en market makers sur les marchés obligataires. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a des appels de marge qui arrivent, et quand les appels de marge arrivent, c'est avec du vrai argent, comme on dit, et vous devez vendre pour compenser ça. Et en fait, il n'y avait pas de contrôle par rapport à ça, et on se retrouve dans une situation où ce genre de choses peut arriver. Alors effectivement, la Banque centrale arrive avec les pimpons classiques, j'injecte de la liquidité, je rachète des obliques pour couvrir le truc, et c'est ce qui s'est passé un peu ces derniers temps, c'est qu'on n'a pas changé le problème. C'est-à-dire qu'en fait, on reste sur une situation où les taux montent, le dollar monte, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Moi, je comprends que ces modèles, et c'est intéressant le cas des... Tout va bien. Gérer la remontée des taux, ça va si ça se fait dans le temps, si ça se fait de manière graduelle. Mais ça n'arrive jamais comme ça. Oui, mais là on a eu des mouvements de 100 points de base en 48 heures sur les taux britanniques, sur du 30 ans britannique. Normalement, c'est probabilité zéro, ça. On ne peut pas le mettre dans un modèle. C'est comme en 2008-2009, il y a des choses qui ne pouvaient pas arriver, qui sont arrivées. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est retrouvé dans des queues de distribution de risques potentiels qui ne sont jamais arrivés. Et quand c'est comme ça, vous êtes obligé de vous couvrir pour compenser, pour éviter justement la faillite. Donc, ils ont vendu énormément en envoyant un message en disant on ne peut pas continuer comme ça très longtemps, donc la Banque centrale est intervenue. Donc ça montre bien les fragilités du système. Les vulnérabilités qu'on peut avoir. Et en fait, moi je crois que plus que les taux d'intérêt, c'est pratiquement le bilan des banques centrales qui est le problème en fait. C'est-à-dire que les taux ont commencé à monter, ça n'a pas eu tellement d'effet sur les marchés. Par contre, quand ils ont commencé à baisser leur bilan, et en particulier la Banque centrale américaine, là l'effet il est massif tout de suite parce qu'il y a moins d'argent dans le circuit. On voit il y a moins d'introductions, c'est plus difficile, il y a tout un tas de valorisations qui se sont effondrées parce que il n'y a plus d'argent en face de ça. Et la liquidité, elle vient bien de la Banque centrale. Donc, oui, et ça... moi je trouve que c'est un peu le problème qui nous pend au nez dans les mois qui viennent. C'est-à-dire que c'est pas tellement un risque global parce qu'on voit les Allemands, on est tous effrayés parce qu'ils annoncent grosso modo 0,50 de récession l'année prochaine. On a l'impression que c'est un cataclysme. C'est embêtant, mais c'est pas non plus dramatique par rapport à des arrêts qu'on a pu connaître ces derniers temps ou dans des périodes de crise importantes. C'est pas 2008, quoi. Mais le problème, c'est ça, pour moi, le sujet, c'est ça, c'est les risques ponctuels. C'est-à-dire que c'est un coup, c'est le LDI, c'est les fonds de pension américains. Un coup, ça va être l'immobilier bidule. Un coup, ça va être les boîtes surendettées qui vont se retrouver exsangues et qui vont licencier. Oui, c'est ces points qui sont des queues de distribution. C'est probablement c'est 0,5% que ça arrive. Le problème, c'est que ça peut vraiment arriver. Et donc, tant que les banques centrales n'atteignent pas leur objectif ou ne change pas de cap, il va falloir vivre avec ce risque-là en permanence. C'est ça le problème. Et puis avec la volatilité, quand vous faites moins 3 plus 4 tous les jours, le raisonnement de base d'un gérant diversifié, c'est on limite les risques. On ne peut pas faire autrement. Et surtout, c'est une année où il y a plus de volatilité sur la partie obligataire que sur la partie action, ce qui est assez rare. Et avec une volatilité très faible au niveau du change, parce que c'est un one-way sur le dollar. Alors l'échange, ça c'est... mais le change est très calme et participe entre guillemets à la fête. Ça bouge énormément sur la partie obligataire et c'est presque calme, je dirais, sur la partie action. Bon, pas le début de semaine où c'était un peu agité, mais sinon c'est vrai que c'est assez... c'est l'obligataire. Et alors l'autre sujet, c'est que l'échange, où plein d'événements de marché n'ont pas eu d'impact sur l'économie, mais là l'échange, ça en a. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays émergents, c'est pas compliqué. 10% de baisse de la devise par rapport au dollar,
dollars, c'est 1,5% de PIB en moins. On n'est plus avec les 0,5 en Allemagne, quoi, sur des pays qui sont déjà fragilisés. Donc, on a... on arrive à un moment où ça devient difficile. Voilà. Je mettais jusque-là, c'était facile, quoi. Voilà. Non, mais... Non, mais c'est vrai qu'il y a certains pays émergents qui doivent compenser la baisse de leur devise et qui sont en train de complètement fragiliser les comptes des États. Ouais, non, c'est vrai que ça va être un effet de second tour qui va être assez énorme. Michel, remonte. Évaluation de la situation. Non, mais bon, on garde le moral. De toute façon, puis c'est le job des investisseurs d'affronter des tempêtes quand il y en a. Mais c'est vrai qu'on a du mal à voir comment les choses pourraient évoluer dans un meilleur sens à ce stade, j'entends. Et le monde change vite dans les marchés financiers. Donc rien n'est gravé dans le marbre, évidemment. À ce stade, il n'y a pas vraiment de surprise en réalité. On est en train de rejouer un pauvre remake boursier de En attendant Godot, donc on est plutôt sur En attendant Pivot. Bravo. Voilà. Non mais c'est impressionnant quand même. Les habitudes ont la vie dure. Et ce qui a dû marquer quand même le marché, c'est l'histoire Powell au tout début, rappelez-vous, en décembre 2018. Le marché action perd 15% d'un seul coup. Là, il est en pilotage automatique à double commande. Je réduis la masse monétaire, je augmente les taux. Puis tout d'un coup, plus rien. Revirement à 180 degrés. Et hop, c'est fini. On baisse les taux en 15 jours. Exactement. On refait du QE en 15 jours. À mon avis, et on voit que le marché, en fait, et c'est pas étonnant, depuis 15 ans, la Banque centrale, c'est quand même le gardien en dernier ressort, puisqu'il y a une démission des politiques, en tout cas au début, notamment en zone euro, après la grande crise financière, et c'est la BCE qui a dû faire le travail. Bon, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, heureusement, il y a une prise de conscience. Néanmoins, on voit bien qu'à la moindre petite étincelle, ça peut être l'Australie qui monte pas ses taux comme prévu, ça peut être l'indicateur de Jolt aux États-Unis incroyable, il y a moins d'offres de nouveaux emplois, sauf qu'on oublie de dire que le taux de démission reste sur des niveaux historiques, qu'il y a toujours 1,7 emplois disponibles pour un chômeur, ce qui est des niveaux historiquement élevés. Et bon, alors on a l'impression qu'en effet, le marché, en tout cas en particulier les actions, cherche à s'exciter au moindre chiffre qui va dans sa faveur. Il y a quand même un biais de confirmation très fort dans les marchés aujourd'hui. Ça a généré un rallye de 10% cet été, cette idée-là, ce biais-là. Et c'est vrai, quand on regarde, on en a parlé la dernière fois, la différence de comportement des marchés actions par rapport aux autres classes d'actifs, ça laisse un peu songeur et ça laisse interrogatif. Et je pense que ça ne peut s'expliquer que par des anticipations. Le pire est derrière nous, les banques centrales vont bien finir par intervenir ou on va toujours s'en sortir puisque les marchés n'ont jamais arrêté de monter depuis la grande crise financière. Mais c'est vrai que sur les changes, on voit aussi... alors, il y a beaucoup de références des années 70 qui remontent. Alors, c'est l'inflation qui fait ça, aussi aux années 80. Alors, il y a des gens qui parlent de l'accord Plaza sur les changes, parce qu'à l'époque, le dollar s'était apprécié encore plus qu'actuellement, puisque le fameux indice DXY, donc, qui rapporte la valeur du dollar face à un panier de devises mondial, à l'époque, était passé de 90 à 160. Aujourd'hui, on est passé de 90 à 110 ou 111. Et déjà, on commence à trembler. Alors c'est vrai que si on regarde l'euro, il a quand même perdu 45% depuis son plus haut face au dollar en 2008. Mais à tous ceux qui sont tentés par un nouvel accord Plaza, alors accord Plaza, c'est le G5, donc les grands pays de naguère, qui se mettent autour d'une table et qui disent on va intervenir sur le marché des changes brutalement et comme ça on va faire baisser le dollar. Alors ça a super bien marché. Puisqu'en 85, accord Plaza, 87, accord du Louvre, ça y est, on a fini, on plie les bagages, on n'a plus besoin d'intervenir. Sauf que derrière, ça a tellement bien marché que ça a créé le crack d'octobre 87, où là, on a la double correction, obligataire et action en même temps. Et puis le deuxième effet qui se coule, c'est que ça a complètement mis à plat l'économie japonaise pour les 10-15 années qui suivent. Donc attention aussi à l'utilisation des bonnes vieilles recettes, qui ne sont pas forcément créatrices de richesse à moyen long terme. Ouais. Et puis, pourquoi tout marche comme prévu ? En fait, on s'aperçoit, et c'était la grande leçon de 2008, que souvent, le gros accident systémique, il vient d'un endroit qu'on n'a pas vu venir. Donc, les fameux LDI britanniques, je pense qu'il y a 2 semaines, personne ne savait ce que c'était. Oui, franchement. Non, souvent, et souvent, on est tous spécialistes aujourd'hui. Et souvent, c'est des acronymes magnifiques. LDI, en 2008, c'était MBS. Et vous savez quoi ? Les MBS, moi, je mettrais bien une petite pièce dessus. LDI, c'est Liabilities Driven Investment. Alors, MBS, c'est les stratégies d'investissement guidées par les engagements. La duration des engagements. Et c'est comme l'assurance vie. Enfin, c'est comme si on disait l'assurance vie, il y a un problème. En fait, c'est dans l'assurance vie qu'il peut y avoir des problèmes, mais c'est pas l'assurance vie en elle-même. Vous voyez, c'est le problème d'alignement actif-passif toujours. Mais
Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde ces bons vieux MBS qui nous avaient quand même mis la pagaille... Donc les mortgage-backed securities. Voilà, les mortgage-backed securities. Alors regarde, premier truc. Prêts Déjà, hypothécaires. alors les prêts hypothécaires aux États-Unis, le taux a quand même explosé. On est passé les 6%. Mais ça, c'est pas un problème. Les MBS, c'est juste des paniers. Donc, on crée une obligation qui a pour sous-jacent un panier de prêts hypothécaires, donc d'emprunts immobiliers. Jusque-là, c'est super. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une volatilité des taux, comme vous le mentionniez, qui est très importante. Si on regarde un indice qui s'appelle le MOVE, je ne sais pas si Oui, bien ça, sûr. on voit que ça a quand même bien augmenté. Alors, ce que le VIX c'est c'est bien bien en mouvement. le MOVE est pour l'obligataire. Voilà, donc le MOVE, il est en mouvement. Là, ça bouge. Mais si on regarde les MBS, ce qui est assez perturbant, c'est le premier point, c'est que l'absence de liquidité du marché cette année. L'année dernière, il y avait deux grands acteurs. Il y avait la Fed qui achetait à tour de bras, c'est terminé, et il y avait les banques américaines. Sauf que les banques américaines, elles ont quand même appris de 2008, donc elles n'en achètent plus. Donc on se retrouve avec une classe d'actifs qui est devenue plus ou moins illiquide. Et le deuxième effet aussi pervers des MBS, c'est que, qui revient à la convexité que tu mentionnais tout à l'heure, c'est qu'en fait, plus les taux montent, plus le taux de remboursement anticipé baisse. Normal, vous avez un taux favorable par rapport au taux de marché, vous ne remboursez pas. Et donc en fait, vous vous retrouvez collé avec un MBS qui a une duration qui explose, alors même que dans les temps favorables, la duration baisse et vous gérez plus votre risque de sensibilité. Et avec un risque de remboursement voilà, plus élevé. et un risque de remboursement plus élevé. Donc c'est quelque chose qui est totalement vendeur, on va dire, de risque et qui n'est plus du tout regardé aujourd'hui. Et je me dis, il y a quand même des probabilités là-dessus. Un autre aspect qui peut être aussi problématique... Sur les MBS, petit point de détail, parce qu'on faisait le point avec un stratégiste là-dessus. Dans la réduction passive du bilan de la Fed, donc il y a 95 milliards qui ne sont pas réinvestis chaque mois, il y a une partie normalement qui est dédiée au MBS, mais du fait qu'on n'a pas de maturité encore ou d'échéance sur ces produits-là, le poids des MBS dans le bilan de la Fed ne baisse pas pour l'instant. Oui, tout à fait. Mais voilà, cette poche-là, elle est quand même maintenue et préservée. Comparé aux treasuries. Ouais. Et pour revenir sur les 95 milliards que vous évoquez, c'est l'équivalent de 0,25 de hausse des taux à peu près. C'est-à-dire chaque que mois. C'est un peu ce qu'on se dit. Donc, tout ça contribue aussi aux 4,50 qui sont dans le marché un peu pour les taux courts US. Michel. Non, et après, c'est vrai qu'il y a d'autres. Pour moi, il y a d'autres zones, d'autres segments de marché qui me posent problème. C'est évidemment le private equity. On l'a vu il y a 2 semaines, ou même la semaine dernière, le week-end dernier, il y a eu un LBO qui n'a pas réussi à se refinancer aux États-Unis. Alors pareil, on en parle peu, parce que c'est sous les radars, c'est pas coté, donc pas de prix, pas de vol, mais quand on est pris, ça fait mal. Et donc, quid de ce segment-là? Et puis on peut se poser la question des nouveaux instruments aussi, comme les ETF qui ont été créés, une idée géniale encore sur l'obligataire. C'est bien de donner de liquidité quotidienne sur un marché qui est normalement est super liquide, mais quand la liquidité s'assèche, on n'a pas eu de stress test réel sur ces ETF-là. Donc voilà, je me dis... On a des endroits... C'était pour nous remonter le moral, c'est ça? C'est ça, exactement. Tout à fait. Non, et les zones de risque les zones de risque, une fois qu'on aura fait la liste de tous les risques, peut-être qu'on sera rassuré. On peut parler de l'énergie, si vous voulez. Non, mais oui, on va parler du pétrole. Non, mais sur la question de la liquidité, parce que c'est vrai que c'est un concept qui est compliqué à comprendre. Enfin, quand on parle du marché du gilt britannique ou du treasuries américain, c'est quand même les marchés les plus liquides et les plus profonds au monde. Et en même temps, on l'a vu encore récemment, mais en 2018, ce qui se passe, oui, le Nasdaq perd 20% en 15 jours, mais derrière, c'est surtout le marché monétaire américain qui se gèle complètement, qui se bloque complètement et qui oblige à des interventions de plomberie de la Réserve fédérale américaine. On a toujours du mal à comprendre comment ces marchés-là peuvent se figer avec toute la liquidité quand même qui circule normalement. Oui, mais une liquidité mouvante, comme on l'a dit et rappelé, puisque ça dépend de ce que font les banques centrales. Sur la classe d'actifs que j'aime bien, les actions, c'est vrai que souvent, oui, l'action paye sur le fait qu'elle est beaucoup plus liquide que l'obligation même d'État. Et alors, je ne parle même pas du crédit. Donc c'est en ça où c'est vrai que la hiérarchie, elle est tout souvent forte. Et tout à l'heure, quand je parlais des gérants diversifiés qui ont des problèmes parfois de liquidité ou d'appréciation du risque, qui n'arrivent pas à vendre le portefeuille de crédit, ils vendent leurs actions. Donc, si on refait 2008. Donc oui, c'est vrai que la liquidité peut être un élément perturbant, puisqu'on sort un peu d'une période totalement atypique où les banques centrales s'occupaient de tout et personne avait de stress par rapport à... Ce qui fait qu'on avait une prime pour des actifs illiquides.
C'est-à-dire que le private equity tradait à des niveaux de multiples beaucoup plus importants que ce qu'on trouvait sur le marché liquide. Les conditions de financement étaient beaucoup plus basses et il y avait beaucoup plus de possibilités de le faire. Donc oui. Mais c'est surtout la recherche du dernier pourcentage de rendement quand on a des taux négatifs partout. Encore une fois, on est passé de Tina à Tara à Patty. Hein. Alors attends, Tara, c'est there is a reasonable alternative. Ça, voilà. Et là, on est passé à Patty maintenant. Alors Patty, j'ai pas. Pay attention to the yield. Mais non, mais en fait, pour revenir aux banques centrales, paradoxalement, les banques centrales n'ont pas intérêt, surtout aux États-Unis, à ce qu'il y ait un rebond fort des marchés actions et obligataires. Ah bah non. Quand il y a eu un rebond cet été, on a eu Jackson Hole et 8 minutes de discours pour nous dire faut arrêter. Ouais. Parce que ça remet une pièce dans la machine. Mais je pense qu'effectivement, c'est en ça où le pilotage final encore une fois, du niveau des taux sera très très psychologique par rapport à cet aspect-là. Je peux quand même bien sûr, Cyril. Oui. Vous ne tirez pas sur mon. Oui, on va parler des bonnes nouvelles de la transition énergétique dans un instant avec Alain. Ok, avec plaisir. Magnifique. Non, mais il y a un truc que je trouve être une bonne nouvelle et en même temps je vais le dénoncer parce que ça m'amuse. Vous avez, comme moi, lu le warning de FedEx. Oui. Il y a un mois, un peu plus, disant oui, alors bon. C'est des gens qui voulaient monter qui voulaient faire payer plus cher leurs prestations au début d'année. Ils ont eu des problèmes d'approvisionnement, ainsi de suite, comme tout le monde. Bref, la vie est difficile. Donc, il y a un mois, ils font un warning en disant ça ne va pas le faire 2022. Donc, le prix s'ajuste de façon assez conséquente. Il y a 15 jours, ils confirment le warning en disant bon, on a bien checké une deuxième fois les comptes. A priori, on va vraiment publier comme on vous a dit. Et la situation, elle est vraiment difficile. Hier, FedEx a annoncé 1,5 milliard de rachat d'actions. Sérieux ? Programme à venir. Oui. Donc, moi, je trouve qu'à la fois, on peut en parler pendant des heures. Non, mais si, c'est le sujet. Les boîtes sont très cash-riches. Complètement. Mais surtout, je trouve que si je suis monsieur FedEx, alors on peut se poser la question de est-ce que j'ai le droit d'annoncer que le monde va mourir et puis parce qu'ils c'est quand même ce qu'ils ont dit, ralentissement mondial, ça allait être vraiment très très compliqué pour nous, pour justifier leur warning. Et un mois plus tard, racheter pour 1,5 milliard de mes actions. Je pense que si je rachète aujourd'hui 1,5 milliard d'actions FedEx et que je suis monsieur FedEx, globalement, je pense que ça ne va pas aller si mal. C'est ça mon hirondelle. Ouais. J'entends. Donc, je vous dis, entre les paroles et les actes... Non, ils le font à chaque fois. Ils le font très régulièrement. C'est de la manipulation de cours de premier niveau. Bref. Mais je trouve que ça prouve que chez FedEx... Le message d'il y a un mois, qui était vraiment un message très très noir sur le potentiel de l'économie mondiale, finalement, ils y souscrivent certainement, mais pas autant. Et d'ailleurs, je crois qu'entre-temps, on avait eu ou des résultats ou une communication d'UPS, l'autre grand acteur, et je ne crois pas que le discours chez UPS était aussi négatif qu'il l'était chez FedEx. Non, ils n'ont pas fait de warning. Par contre, ils avaient si j'ai bien lu ou vu, ils avaient des attentes un peu moins fortes. D'accord. Qui allaient peut-être plus simples à atteindre. Mais je trouve que ces deux nouvelles-là, à un mois d'intervalle, interpellent quand même un tout petit peu, à la fois sur, encore une fois, à quel point il y a quand même parfois des manipulations de cours, même sur des grosses valeurs, on ne va pas parler de Tesla, mais quand même, c'est l'idée, et sur des prévisions à moyen terme. Je ne parle pas à trop loin, j'entends. Des prévisions à mais on peut toujours trouver à la marge chez certaines entreprises un intérêt à entretenir une communication un peu noire. Il y a aussi de l'utilisation du cash, je suis complètement d'accord. Ils sont cash risk comme la plupart des boîtes américaines aujourd'hui. Juste pour... il y a un truc sur la liquidité, on a évoqué la liquidité. En fait, ce qui change par rapport au marché d'il y a 10 ans ou même 5 ans, c'est l'utilisation des devises. C'est-à-dire que, fut un temps, quand on avait un stress sur le Brésil, on vendait des actions et des obligations brésiliennes, et puis advienne que pourra. Là, je pense que maintenant, comme en plus on se dit que c'est une situation qui, malgré tout, est temporaire, on l'espère tous et on l'anticipe comme ça, c'est-à-dire que quand les taux seront à 4,5, ça ne baissera pas forcément tout de suite, mais ça arrêtera de monter. Donc il sera temps de trouver un nouvel équilibre. Oui, de faire d'autres arbitrages avec l'économie telle qu'elle sera. Et en attendant, pour justement pallier à ce problème de liquidité, on joue avec les devises. On joue, façon de parler, on court avec les devises pour pouvoir faire des mouvements. Parce que la liquidité est là quand même sur les devises. C'est-à-dire que c'est le dernier endroit où vous pouvez faire quelque chose. Parce qu'il n'y a pas ce problème de mise à disposition réelle du papier. Donc je pense que c'est un peu la petite différence par rapport à avant qui permet de lisser ce problème de stress de liquidité qui est quand même aussi ponctuellement, plein de marchés peuvent se fermer. Vous avez cité le Brésil, le réal brésilien qui est la seule grande devise émergente et développée qui est en hausse face au dollar cette
cette année. Oui, ils avaient fait des mouvements sur les taux avant. Ils ont commencé il y a 18 mois, eux. Oui, c'est bien géré, le Brésil. C'est un bel exemple. Non, Je pense que la Banque centrale brésilienne a énormément gagné en crédibilité par rapport à il y a 10 ans, quand ils étaient en tête des Fragile Five. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'était une boutade. Oui, le pétrole aide. Mais ils avaient pris. Ils avaient mais c'est vrai, Bah oui, c'est plus les Fragile Five, c'est plus le. Un mot peut-être, oui, des résultats. On parlait de FedEx. Alors bon, les résultats sont à venir. Comme chaque trimestre depuis quelques temps, on se demande à chaque fois si c'est le trimestre, on va voir les marges se comprimer, les discours changer, etc. Est-ce qu'il peut y avoir encore plus de résilience finalement que ce qu'on imagine ou que ce que le marché craint dans les earnings du troisième? Ça va être la même chose que pour le deuxième trimestre, c'est-à-dire que ce qui va compter, c'est surtout les projections 2023. En fait, 2022, c'est l'histoire ancienne dès maintenant. Plus personne fait attention à 2022. Si on regarde les anticipations de croissance sur 2022, on est à entre plus 15 et plus 20 de croissance des bénéfices, ce qui est une escroquerie totale. En Europe ? En Europe, oui, pardon. Pourquoi une escroquerie? Alors pourquoi une escroquerie totale? Il y a deux raisons. La première, c'est qu'il y a 5 sociétés qui représentent les 2/3 de cette croissance des bénéfices. 5 sociétés. Oui. C'est jamais arrivé. Oui, sociétés. non mais bien sûr. Les 4 majors plus Glencore. Et la deuxième, c'est que tout simplement, j'ai oublié. Non mais il faut pas prendre. Non mais déjà vous en dites beaucoup, Michel. Non mais c'est-à-dire qu'il y a 6 boîtes qui font que on a des attentes enfin on aura 10-15%. Non, la deuxième, tout le monde le sait. La deuxième, c'est l'effet change en fait. Ah oui. En fait, si on regarde en retraite de l'effet dollar, en fait les bénéfices, les anticipations de croissance sont dues uniquement à l'affaiblissement de l'euro depuis le mois de février. Donc ça a complètement biaisé entre matières premières et dollars. Donc sans le change et sans les Major 5, là, comme vous dites, qui gonflent les bénéfices. On est à ras des pâquerettes. Mais après le marché à 10 de PE l'a compris, j'imagine. Alors le marché l'a fait. En fait, il a retraité le PE. Oui, le PE est retraité. Par contre, le E, il faut quand même voir ce qu'il en advient. On est encore sur... À 10 de PE, on a pris un peu de marge quand même. Ce sera peut-être pire que ce qu'on imagine. Mais en temps de récession, on est quand même autour de 8-9 fois. Donc il y a peut-être encore 15... Oui, 10 de PE sur ou 11 de PE 2008-2009, on est tombé à 8 de PE. Oui, mais sur un E qui n'a pas été revu vraiment véritablement. Donc en réalité, on est peut-être autour de 13 ou 13,5. D'accord. Et on a déjà des révisions de bénéfices négatives pour... Ce coup-ci, je vais sortir un corbeau et pas une colombe. Ouais, 2023 est déjà revu en baisse, alors que d'habitude... En général, les analyses prévoient 10% en décembre pour l'année suivante, et puis après, ça s'ajuste. Là, on est déjà sur l'Europe et l'euro, 3-4%. Non, mais... C'est déjà bien amorti. Mais de la sécurité, quand même. Non, mais après c'est toujours pareil. Quand on parle de chiffres comme ça, c'est souvent des moyennes. Donc, ces agrégats, et ça déforme la réalité. La réalité, c'est et c'est une autre colombe, un motif d'espoir, c'est quand même un certain nombre de sociétés qui traitent aujourd'hui sur des niveaux ridicules en termes de PE. Stellantis, c'est 2 fois les résultats. Alors même s'ils perdent 50% de leurs résultats, ça traitera toujours à 4 fois le PE. Donc ça va être des niveaux qui sont... Alors je ne dis pas qu'il faut en acheter maintenant. Simplement, je dis, c'est que le travail a été fait quand même sur un certain nombre de sociétés en termes de revalorisation. Pourquoi il ne faut pas en acheter maintenant? Non mais enfin, pourquoi la valorisation n'est pas suffisante pour, en tant qu'investisseur, se reprojeter Parce que si les fondamentaux faisaient la bourse, ça se saurait. Et pour l'instant, il est trop tôt. On est quand même emporté par une dynamique c'est la macro qui fait le marché. Voilà, exactement. D'accord. Alain, donc l'OPEP+, coupe de 2 millions de barils. Non mais, si je comprends la stratégie de l'OPEP+, quelles qu'en soient les raisons politiques, géopolitiques, on peut en discuter des heures, mais l'idée, c'est quand même de maintenir un niveau élevé du prix du pétrole. C'est tout bon pour la transition. Oui. Alors, moi, sur la transition, je pense qu'on est en train de changer aussi de mode de fonctionnement et même de réflexion. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on pensait que les prix suffisaient à remettre une réalité et compenser les problèmes d'approvisionnement. En fait, on n'est plus du tout dans cette logique-là. Ça a explosé depuis quelques mois. En fait, et d'ailleurs, ce que fait l'OPEP+, est complètement politique. C'est un événement politique qui n'est pas d'ailleurs très rassurant pour les Américains, qui ont réagi de manière très véhémente quand même. Ils ont été quand même assez vocaux sur le sujet. Vous faites le jeu de Poutine. C'est ça, en rappelant qu'ils livraient des armes à l'Arabie Saoudite, qui les aident à rester au pouvoir, etc. Enfin, non, mais c'est violent quand même. Donc on voit bien que c'est de la politique. Et nous, petits Européens là-dedans, on est en train aussi de changer d'approche, c'est-à-dire qu'on était un peu naïfs sur ces trucs-là en se disant, de toute façon, on achète de l'énergie pas chère à droite à gauche, et puis ça nous permet de vendre en Chine, c'est typiquement le raisonnement des Allemands. Donc ça, c'est en train d'exploser. En fait, le prix n'est plus suffisant, donc ça devient des éléments stratégiques fondamentaux, donc ils vont être repris en main par les États.
d'une manière ou d'une autre, administrés par les États, parce qu'on va arriver dans des contingentements. Il y a ce bruit-là en zone euro, parce que quand on fait les calculs de l'énergie dont on a besoin cet hiver, malgré les réductions que tout le monde met en œuvre en ce moment, il manque 15% qu'on ne sait pas trop où trouver. Même à 19 degrés dans les collectifs. Mais même avec tout le monde avec des pulls et tout. Non, mais c'est pas le sujet. Enfin, on plaisante. Si. Oui, non, mais c'est le chauffage. Le chauffage individuel et collectif des ménages, c'est quand même une énorme partie du sujet. Alain. L'industrie est un peu plus importante, quoi. Enfin, mais l'industrie, les entreprises, elles sont déjà engagées dans des plans d'efficacité énergétique. Elles sont pas. Elles ont besoin. Elles ont besoin. Oui, je suis d'accord. Et donc, il va y avoir des contingentements avec un hiver moyen. C'est-à-dire que les hirondelles, enfin les trucs volants d'escadrille, là, je sais plus comment on disait là. Oui. Il est quand même aussi possible qu'on ait un hiver rigoureux. Et c'est pas 15% qui vont nous manquer. Donc on va avoir des contingentements, donc prise en main de l'État. Et moi je vois, donc on a commencé l'Allemagne Uniper, la France EDF. On est parti pour des nationalisations de l'énergie. Parce que c'était l'actualité du jour. Chaque État décline le plan européen de sobriété à son niveau. Donc l'État français l'a fait ces dernières heures. Mais c'est ça. Oui, voilà, j'allais dire, c'est que le début. C'est un apprentissage en douceur. On vous met la musique dans les oreilles. Et puis on vous dit à un moment donné, bon, écoutez, on arrête. Alors les super profits, on va pas les taxer, on va plutôt taxer le capital. Oui. On va prendre le capital parce que vous n'arrivez pas à gérer à répartir les choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien que les gens se nourrissent, se transportent, se chauffent, quoi. Donc ça, c'est un énorme changement. Et c'est bon pour la transition à terme. Oui. La transition, elle va être administrée, c'est évident. Donc, c'est évident, ça paraît de plus en plus qu'on fasse la transition pour des questions de souveraineté, finalement, est-ce que c'est pas le meilleur levier, le meilleur ça incentive? accélérera les choses, peut-être. Oui, tout à fait. Oui, c'est probablement plutôt positif. Parce qu'on n'y est pas arrivé aujourd'hui. Enfin, on peut me dire, c'est bien laisser le système, le marché faire. Bah non, on n'y est pas arrivé parce que le marché, qu'est-ce qu'il fait? C'est la tribune de Veolia il y a pas longtemps qui disait, de toute façon, ça coûte moins cher de faire sale. Ça coûte moins cher de prendre n'importe quelle énergie, ça coûte moins cher de prendre des matières premières. Parce qu'on n'a pas voulu mettre un vrai prix libre du carbone dans le marché. Que pour l'instant, personne. C'est même pas ça. C'est que simplement ça coûte moins cher de faire ça. C'est donc il va falloir faire autre chose puisque le prix n'a pas servi à ça, quoi. Voilà. Michel ? En fait, ce que ça concrétise, c'est le retour du politique au premier plan. Politique qui avait laissé graduellement, lentement mais sûrement, le financier et l'économique dominer totalement la vie de tous les jours. Et là, on voit que si on regarde le triptyque capital, travail, ressources, sur les trois, on est quand même sur un changement, avec en arrière-plan la mondialisation, en fait. Le capital, on en parle depuis tout à l'heure, devient de plus en plus cher et de moins en moins accessible. Ça peut durer. Le travail, on a vécu quand même 40 ans sur le fantasme réalisé d'une mondialisation de la main-d'œuvre, avec l'atelier asiatique qui a fourni à bas coût toutes les industries du monde. Et là, non seulement la population active mondiale diminue en nombre, mais en plus, heureusement, il y a une hausse du pouvoir d'achat et du salaire. En Chine, typiquement, les salaires ont multiplié par 10 en 20 ans. Et troisièmement, les ressources qui ont été considérées très longtemps comme illimitées. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ça devient un point de concurrence mondiale à qui arriverait à sécuriser le plus vite possible des ressources pour accéder à sa transition énergétique. Donc tout ça, c'est une nouvelle donne à laquelle on n'était pas du tout préparé, d'autant plus que cette transition énergétique qui devait se faire gentiment sur 15 ans, elle nous saute à la figure avec le conflit ukrainien. Ouais. Et ça, ça demande une planification, comme tu le dis, et ça demande de la politique, en fait. Ouais, et puis il y a aussi un autre truc, c'est que est-ce qu'on peut raisonner toujours avec les mêmes PE globaux qu'on raisonnait avant? Parce que les marges ne seront pas les mêmes. Et c'est pour ça aussi que, si je fais une petite hirondelle, moi aussi, parce que j'aime bien les petites hirondelles, les petites hirondelles, les petites abeilles, c'est mon truc préféré. Il y a quand même des secteurs où il n'y a pas d'endettement, les tech B2B, des choses comme ça. Enfin, il y a quand même des pans de marché qui vont profiter de ce qui se passe aussi. Donc, boursièrement, ça peut être intéressant. Cette discrimination, on la voit quand même déjà dans le marché, entre des modèles de qualité, sans dette, tournés sur des thématiques d'avenir. Est-ce qu'il y a un peu de discrimination quand même dans le marché, dans la manière dont le marché fonctionne aujourd'hui, là, au moment où on se parle, hein. Oui, c'est très vrai sur le marché européen, puisque les flux sont pas encore réglementés, mais commencent à l'être de plus en plus. En tout cas, ils sont dirigés, pseudo-dirigés, on va dire ça comme ça. Sur le marché européen, c'est très très vrai. Sur le marché américain, c'est pas encore vrai, je trouve. Et sur les marchés émergents, on parle encore d'autre chose. Mais oui, bien entendu, je suis d'accord sur le fait que le politique doit prendre les choses en main pour que ce soit accepté par tous, sinon ça ne le sera pas. On voit bien que le bon air ne va pas suffire. Et oui, les business plans commencent à être regardés de plus en plus. Enfin, on voit le poids de l'ESG dans l'analyse financière. Aujourd'hui, vous n'avez plus une analyse financière.
Ça n'existe plus. Il y a une analyse financière qui tient compte des enjeux ESG, du climatique, enfin tout un tas de choses. externalités, ouais. Donc c'est en ça où la prise en compte, je trouve qu'elle est forte. Mais elle va vraiment se refléter dans les prix. pas encore, parce que l'année 2022 est paradoxale. Si vous gérez un fonds ESG, si vous avez été cette année, entre guillemets, pur, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on comprend ce que ça veut dire, vous sous-performez monstrueusement le marché. Oui, mais je trouve que c'est le meilleur des contre-exemples. C'est-à-dire qu'il faut que cette année-là arrive pour montrer à tout le monde exactement ce que tu disais, la prise de conscience globale sur la dépendance énergétique et l'approvisionnement, que ça fasse sous-performer les fonds ESG, mais que tout le monde se rende compte que oui, mais c'est ce passage-là qu'on veut. En fait, il y a un élément qui est intéressant, c'est celui de l'ancien d'HSBC qui avait fait scandale sur l'ISR lors d'une conférence, qui a sorti un papier dans l'FT qui est intéressant en disant qu'aujourd'hui, il fallait distinguer les inputs des outputs. Oui. En fait, jusqu'à présent, on utilisait l'ESG de façon à minimiser les risques financiers. Oui. Et aujourd'hui, en fait, on essaye plutôt de faire des outputs, c'est-à-dire qu'on utilise la finance pour faire du bien et pour être plus vert. Ouais. L'impact. Sauf que ce n'est pas du tout la même chose. Donc, il faudrait idéalement différencier et bien faire comprendre aux investisseurs qu'on n'est pas dans la même catégorie. Ouais. Si vous regardez les 50 entreprises européennes qui ont le pire intensité carbone, ça fait une belle performance cette année. Oui, c'est les meilleurs performants de l'année. Le même qui disait qu'ils s'en foutaient que Miami soit 50 mètres sous l'eau. C'est bon, on y est là, donc ça va. 70 milliards de paumes sur le dernier cyclone aux États-Unis, pas mal. Merci messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir dans Smart Bourse sur Bismart.